Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers toutes nos radios partenaires dans tout le Niger, ainsi que sur nos télévisions partenaires. Je suis Nafissa Adam Sirfo. Au plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangou que nous enregistrons aujourd'hui au sein du Musée national Boubou Hama, plus précisément dans le pavillon de costumes traditionnels. Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et muséal au Niger, quel rôle attendu de la France? C'est la thématique du forum de ce jour. Le Niger est un pays au patrimoine culturel riche et varié, peuplé par des ethnies dont la diversité fait toute la richesse. Ce patrimoine se présente sous différentes formes, notamment matérielles ou immatérielles. Il est composé de productions littéraires, artistiques et d'objets d'art variés. Pour ce qui est du patrimoine culturel nigérien, l'on retrouve des échantillons et des spécimens dans les musées du pays et d'autres peuvent avoir été emportés en Occident durant la période coloniale. Dans une publication du journal en ligne Le Monde en date de septembre 2020, l'on pouvait lire qu'au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises et quelques 70 000 d'entre eux au musée du Quai Branly en France, dont 46 000 sont arrivés durant la période électorale. Coloniale, autant pour moi. Néanmoins, depuis 2018, plusieurs pays africains, notamment le Bénin, le Sénégal et le Gabon, ont demandé à ce que ces objets d'art soient restitués. Et qu'en est-il donc du Niger? Et comment mettre en valeur le patrimoine culturel nigérien, qu'il soit paléontologique, musical ou historique? Quels sont les objets d'art nigériens qui sont éventuellement dans les musées français? Que faire pour leur rapatriement au Niger et quel rôle attendu de la France dans ce processus de valorisation du patrimoine culturel nigérien? Pour en parler, nous sommes donc aujourd'hui au sein du musée national avec nos invités présents ici. Il s'agit de M. Haladou Maman, il est le directeur du musée national Boubou Hama. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous sommes également avec M. Souley Moutari, il est journaliste au quotidien Le Sahel. Bonsoir. Mademoiselle Maki Kidi, Madame autant pour moi, Maki Kidi Aïcha, elle est réalisatrice. Bonsoir. Nous sommes également avec M. Ambarka Al-Mustafa, il est responsable des clubs à UNESCO au Niger. Bonsoir. Et enfin, nous sommes avec Madame Aminata Salifou Modi. Elle est diplômée en art de la culture et médiation culturelle. Elle est également fondatrice de l'ONG Al-Adoum Gargaja, entendez par là une ONG qui a pour mission de promouvoir la culture locale à travers un idéal de paix. Bonsoir à vous. Et donc, merci chers invités d'être venus. Selon le directeur du patrimoine culturel nigérien avec lequel nous avons pu nous entretenir cette semaine, le patrimoine culturel se définit comme un ensemble des biens matériels ayant une importance historique ou conservés soit dans des musées, des institutions, archives et autres. Alors, je commence par mon invité de la gauche, M. Haladou, le directeur du Musée national. Bonsoir, M. Haladou. Je commence par vous. Vous étiez coordinateur du projet patrimoine culturel immatériel du Niger auprès de l'UNESCO en 2019. Vous êtes actuellement le directeur du musée national à Boubou Hama. Et comme vous l'avez entendu, les musées constituent un cadre idéal pour la conservation du patrimoine. Parlez-nous donc du musée Boubou Hama. En effet, le musée national Boubou, comme vous avez entendu parler, c'est un musée qui est plus vieux que l'indépendance, parce qu'il est créé en 1958. Son texte juridique, c'est seulement en 1990, en fait, qu'il est devenu EPA, établissement public à caractère administratif. Après, en 2015 plutôt, il est devenu, en tout cas, établissement, changement de dénomination. Avant, c'était un musée en fait EPA. Maintenant, ça a été changé
du musée Nation Boubou Hamane. Ça, c'est une loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Et après, maintenant, cette dernière loi maintenant qui fait du musée EPC, ce qu'on appelle établissement public à caractère scientifique et culturel et technique. Donc ça montre en tout cas du grand chemin pour cette institution nationale qui fait la joie de tous les Nigériens. Un musée certes qui est en fait, si vous voulez, une sorte d'inclusion, parce que tous les patrimoines culturels. C'est-à-dire une pluralité, oui. Une sorte de pluriversalité. C'est-à-dire vous avez un musée, c'est un tout, c'est un musée à la différence des musées spécialisés. Notre musée, c'est un musée en fait qui s'intègre, qui s'intéresse à toutes les disciplines de ce pays-là. Nous avons un musée, comment dirais-je, de la déthronographie. Nous avons l'archéologie, nous faisons la numismatique, nous faisons la préhistoire, nous faisons le pétrole, nous faisons l'uranium. Donc c'est vraiment, je dis, c'est les genres de musées en fait qui sont pensés en fonction de la diversité culturelle de ce pays-là. Outre donc ce musée national à Boubou Hama, nous avons également un musée d'instruments de musique traditionnelle qui est logé au centre CFM Taya de Niamey. Nous avons également des musées régionaux tels que le musée d'Osso Zender. Oui. Parlez-nous donc de ces musées. Bon, en fait, moi je me suis dit en termes de politique de muséalisation, c'est-à-dire on ne veut pas toujours centrer dans la capitale. Il faut penser en fait à une action un peu plus déconcentrée. Ce qui fait laisser le musée de 58 à 85, donc c'était lors d'un séminaire à Telabéry sur la redéfinition de notre politique culturelle. Tiens, il faut au moins un musée par région. C'est ce qui fait que Zender, en tant que première capitale, parce que c'est en 1926 que la capitale est transférée à Niamey, donc c'était logique de penser de doter cette région d'un musée régional qui constitue une vitrine, là où tout le peuple peut aller se refléter pour découvrir d'abord d'où il vient, où il est et où il va. Donc ce musée, c'est une vitrine régionale, le musée des Andes. Et après, c'est le tout des Andes, de Dosso, dans le cadre d'un programme de développement de l'artisanat, financé par les Doutiers de Luxembourg. Donc ils ont issu un musée qui est logé dans l'ancienne demeure du commandant du cercle de Dosso. Donc c'était vraiment une sorte de transformation, mais quand même qui est tout à fait fondée, parce qu'il faut que tout le peuple, en tout cas, se retrouve dans la présentation des exposés qui vont être exposés. On peut peut-être se réjouir que le Niger ait vraiment des lieux de conservation de son patrimoine. Avant de poursuivre ce débat, avant de donner la parole aux autres invités, je vous propose d'écouter une interview que nous avons réalisée avec le directeur du Centre de formation de promotion musicale à CFM Taya, au sein duquel est logé le musée d'instruments de musique traditionnelle. Je vous propose donc de l'écouter. Donc nous avons un musée d'instruments, c'est un musée de recherche scientifique en matière de la musique, puisqu'en dehors des 150 pièces d'instruments traditionnels de la musique nigérienne que nous avons dans l'enceinte du musée une documentation fournie, en écrit, en audiovisuel, en visuel, tout ça par rapport à la musique, relatif à la musique moderne nigérienne, relatif à la musique internationale, relatif au jazz, relatif à la musique traditionnelle. Donc nos instruments traditionnels sont classés en 4 familles. Il y a les membranophones, les idiophones, les aérophones et les chordophones. Ce qu'on appelle membranophones, c'est les instruments sur lesquels, pour leur utilisation, on percute sur la membrane, tels que les kalangou, la ganga, et les doma et autres. Les aérophones, c'est les instruments sur lesquels on souffle pour avoir le son. La flûte, la gaïta, les kakaki, par exemple. Et les idiophones, c'est les instruments rigides sur lesquels on percute pour avoir un son. Ça peut être la calebasse, ça peut être la castagnette, comme on appelle ça en tchéki. Et la quatrième et dernière famille, le cordophone. Voilà. Le cordophone, c'est les instruments sur lesquels on pince sur la corde pour avoir le son. Donc ça peut être le gourmi, les molos, les goguiers, ainsi de suite. Qu'en est-il donc de la situation de ce musée à la date d'aujourd'hui? Et c'est bien dommage, et ces musées-là, avec l'abondance de la pluie de l'année passée, a vu certaines parties de ce toit écrouler, parce que c'est une construction en banco améliorée. Et nous avons essayé d'y remédier pour que ça ne se colle pas, mais c'était dommage. La pluie était tellement abondante et que les bancos étaient imbibés. Donc nous avons pris soin de récupérer tout ce qui est comme documentation, tout ce qui est comme instrument de musique pour les caser dans nos bureaux. Et le toit est tombé seul. D'ailleurs, nous avons fait des propositions au ministère. La reprise de la construction en sans bois, ce qui est sûr, ça va être fait d'ici la saison prochaine, que le ministère a pied d'œuvre pour pouvoir réhabiliter ces musées-là.
C'était là donc le directeur du Centre de formation professionnelle CFPM Taya. Je vous donne donc la parole, Monsieur Ambarka. Vous êtes le responsable des clubs UNESCO ici au Niger. Parlant du patrimoine culturel, vous avez écouté les interventions des différents directeurs des musées. À les entendre, on a vraiment un patrimoine riche et varié qui est conservé dans des endroits bien spécifiques. Que pouvez-vous dire sur ce patrimoine culturel nigérien? Je pense qu'il y a un problème de communication entre générations anciennes et nouvelles qui sont dus à plusieurs facteurs. Il n'y a pas de transmission, si vous voulez, de savoir entre l'ancienne et la nouvelle génération. Par exemple, présentement, on a des jeunes qui ne savent même pas, quand ils entendent un son, que ça vient d'où. Le kalangou, le douma, ils ne savent pas de leur région, quel est l'instrument de leur village. Mais selon vous, le rôle revient à qui vraiment d'informer cette jeunesse sur ce patrimoine? Ça revient d'abord à la jeunesse, de chercher à savoir, de connaître son identité, et aussi aux anciens, de créer les conditions pour que ces jeunes s'intéressent à ce patrimoine-là. Parce que les jeunes, comme on dit, ils ne sont pas tout à fait conscients. Quand on est petit, on ne sait pas là où on veut aller. Mais il y a normalement un travail qui devrait être fait par les anciens qui ont cette connaissance, qui sont les gardiens de ce patrimoine-là. Donc je pense que le problème s'est posé à ce niveau, mais il y a toujours moyen de rattraper. Cette jeunesse doit aller dans la recherche de ce patrimoine. Donc la jeunesse nigérienne ignore son patrimoine culturel, Madame Aminata Modi. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cela? Pourquoi cette jeunesse ne s'y intéresse pas, alors que nous savons que ici au Niger, il existe des lieux de conservation? Cette jeunesse, elle ne s'y intéresse pas. Pourquoi? Je pense que depuis 2018, il y a de plus en plus d'engouement autour de la culture. Je parle en fait... Sur quelle base, oui? Voilà, je parle des bases du festival que j'ai commencé en 2018. Quand nous avons commencé en 2018, il n'y avait pas autant d'engouement autour de la culture. Oui. Je parle de tous les domaines de cette culture-là. Donc après, à partir de fin 2018, il y a eu cet engouement-là. Aujourd'hui, vous pouvez voir les jeunes, lorsqu'ils se marient, il y a les Hana parties, il y a les Kawayan parties. Même les stylistes se sont mis à investir un peu plus dans le domaine de la culture. Et au fil du temps, la culture est devenue beaucoup plus... il y a beaucoup plus de promotion. Monsieur Souley Moutari, vous êtes journaliste. Selon vous, comment mieux rapprocher cette jeunesse nigérienne à son patrimoine culturel? Et à mon avis, pour amener les jeunes, revenir à votre question, à s'intéresser au patrimoine, pour moi, la voie royale, c'est vraiment l'éducation, la formation et la sensibilisation à travers divers moyens ou en créant des occasions, comme Madame le disait tout à l'heure, un festival par exemple, ou à l'exemple de certains pays, une semaine par exemple qui est consacrée ou au patrimoine culturel national ou même à la culture dans son ensemble au niveau national. On peut peut-être initier, si ça n'existe pas, ce genre d'événement. Une semaine, par exemple, de la culture nationale ou en quelque sorte, ou des arts ou quelque chose comme ça. Ça dépend. Pour que ça puisse non seulement susciter l'émulation, mais aussi peut-être décomplexer cette jeunesse-là. Une jeunesse qui prend conscience de son potentiel, de tout ce qu'il y a comme richesse qui nous a été légué. Donc ça peut, à mon avis, la décomplexer. Justement, Madame Aïcha Makikidi, vous êtes jeune réalisatrice des films courts-métrages et vous abordez le plus souvent les questions tabous, les questions sexuelles chez les jeunes femmes. Et en s'attaquant à ces questions tabous, comment vous faites le lien avec votre travail et la promotion culturelle? Merci à mon travail spécifique, j'ai quelque chose à apporter aussi de l'ordre de mes prédécesseurs. Parce que quand on parle de la question de la culture, comme vous avez à le dire, c'est le patrimoine matériel et immatériel. Oui. Il ne faut pas oublier aussi nos expressions culturelles, certaines pratiques culturelles. Et quand on sait qu'au Niger, en fait, nous sommes un pays de paroles, si je peux me permettre de le dire ainsi. Des paroles, c'est-à-dire je prends par exemple, on parle avec beaucoup d'adages
Voilà, on parle avec beaucoup de, comment on appelle, des proverbes et tout, en langue nationale. Et tout ça, je pense qu'en fait, ça fait partie aussi de ces patrimoines-là. C'est des choses qui sont en train de disparaître. Du fait qu'il n'y a pas la transmission, mais aussi un certain complexe qui nous abrite. Je prends un exemple aujourd'hui. Comment est-ce qu'on voulait que la jeunesse, en fait, s'y intéresse dès lors que, même quand on prend dans une famille, au lieu de parler, par exemple, de nos pratiques culturelles ou de montrer ce qu'on a de plus beau, on préfère en fait copier-coller. Quand on va dans nos mariages, par exemple, c'est pas notre culture, par exemple. Mais comme l'a dit Aminata tout récemment, ces dernières années, les jeunes ont commencé à s'y adapter en faisant les henna parties, c'est-à-dire utiliser les tenues traditionnelles pour l'organisation de leur mariage. Tout ça, peut-être, ça commence à changer. Je pense que ça commence à changer, mais je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin. Si, par exemple, à l'école, on a eu à m'apprendre via des documents, des ouvrages qu'on met dans les programmes quand j'étais au lycée, là où dedans, dans ces ouvrages-là, on m'apprend, par exemple, la musique d'ailleurs, à travers laquelle je voyage pour aller jusqu'en Europe, comprendre c'est quoi un piano, comprendre pourquoi ne pas songer à m'apprendre via l'école, l'éducation à la base, de comprendre en fait ma culture aussi et de faire mienne. Ça, c'est beaucoup de questions en fait qu'il fallait aborder. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi perdre de vue la question des fêtes tournantes le 18 décembre. Qui est quand même, ça peut contribuer aussi. Absolument, parce que pendant ces fêtes-là, vous avez vu comment toutes les régions sont invitées pour venir faire exposition. Mais il y a aussi la question d'ISAFEM. Depuis quelques années, il y a même chaque année une région phare qui vient et qui accueille un truc qu'on appelle Dakin Amaria, par exemple. Qui expose, Dakin Amaria, c'est la chambre de la jeune mariée. Comment une région, en fait, expose qu'est-ce qui devrait être la chambre type, en fait, d'une jeune mariée de telle localité. Et c'est dedans là où on arrive à percer, en fait, les mystères. Si je peux me permettre ainsi, qu'est-ce qui pouvait, comment on appelle ça, arriver les jours de la nuit de noces, par exemple. Comment est-ce qu'une femme devrait s'y prendre les jours-là? Autant de choses. Absolument, donc, autant de choses. En lien avec votre travail et la promotion culturelle. Tout à fait. Et par rapport à la promotion culturelle, moi je pense qu'en fait il y a beaucoup de canaux. Si je prends par exemple, on a parlé de certains événements. On a parlé aussi, je pense qu'il va falloir penser aussi à des infrastructures qui vont nous accueillir. Puisque même si on a des événements à faire et qu'on n'a pas de locaux en fait, où les abriter, ça cause énormément de problèmes. Et aussi, je prends le cas du cinéma, par exemple, puisque quand on parle des arts, si aujourd'hui, on a 0 salle de cinéma qui appartiennent à l'État du Niger aujourd'hui. 0 salle de cinéma qui appartiennent à l'État. On a juste une salle privée qui est là et qui n'est pas à la portée de n'importe quel Nigérien. Quand on voit, comment on appelle ça, le pouvoir d'achat d'un Nigérien, payer 1500 francs et aller regarder un film, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et dans les films-là, en fait, le 7e art, il fait la sommation de tous les arts. Dans un film, on peut y avoir du conte, on peut y avoir de la chanson, on peut y avoir de la musique, on peut y avoir l'exposition ethnique, l'architecture. Donc, si aujourd'hui, tous ces arts-là, en fait, ils sont en manque, même comment on appelle ça, des capacités d'accueil, ils sont en manque beaucoup de manques cruciaux. Donc, on pouvait. Autant donc de facteurs qui contribuent à cette vraiment ignorance, si on peut le dire, de cette jeunesse. Monsieur Ambarka, je reviens avec vous. Vous êtes le responsable du club UNESCO. Si cette jeunesse doit attendre quelque chose des États, notamment la France, qu'est-ce qu'elle doit attendre de la France pour vraiment, en matière de coopération culturelle, pour promouvoir notre culture? Pour répondre à ta question, c'est que nous attendons peut-être, ou le Niger ou la jeunesse attend de la France, c'est d'abord une franche collaboration. Ce n'est pas en fait une collaboration du plus fort, non. Une collaboration franche. Voilà, vous avez un patrimoine. Nous, on a la capacité de vous aider à exploiter ou à découvrir ce patrimoine-là. En retour, nous, voilà ce qu'on attend. Parce qu'il faut que ça soit clair. Voilà, gagnant-gagnant, comme on dit. Voilà, donc ce n'est pas un truc, toi, j'ai les moyens, je viens, tu veux ça. Donc, je gagne 90%, toi, tu gagnes 10%, alors que ça devrait être le contraire. Une collaboration franche, voilà, équitable. Voilà. Amina Modi, vous êtes un jeune talent, si on peut le dire, parce que vous avez une ONG même de promotion de la culture. En termes d'attente, qu'est-ce que vous attendez même de l'État et des États étrangers tels que la France pour promouvoir la culture? Alors, pour ma part, c'est un peu ce que M. Ambarka a dit. Pour
D'abord, sur le plan local, il est important qu'il y ait ce renforcement de capacité-là auprès même de nos États, qu'il y ait des formations adéquates qui peuvent permettre aux jeunes dans le domaine de pouvoir s'exporter. Et suite à ça, la France pourrait nous aider à être beaucoup plus visible. Mais avant, il faut qu'on essaye de voir comment à travers les formations, les renforcements de capacités, mais surtout en tant que vitrine. Il y a des jeunes talents ici. Pourquoi ne pas voir dans quelle mesure les accompagner afin qu'ils puissent assister au festival dans leurs différents domaines. Et tout ceci, en fait, leur permettra de se faire plus connaître à l'international, ainsi avoir des partenaires, des potentiels financements et tout ça. Elle n'en fait pas déjà la France à travers les festivals déjà. Elle n'en fait pas déjà la France il y a des festivals de Cannes par exemple. Oui, tout ça, elle nous a fièrement représentés d'ailleurs. Et ça motive encore plus parce que ça permet à d'autres jeunes dans d'autres différents domaines de se dire non, je dois travailler, je dois être excellent dans mon domaine pour pouvoir atteindre certains stades. D'où le fait que je dis qu'il faut que les jeunes soient bien formés et que surtout l'État local s'assure à ceux qui soient les meilleurs dans leur domaine. D'accord. Nous abordons donc la deuxième thématique de ce débat. L'Afrique en général et le Niger en particulier possèdent une riche tradition d'art et d'artisanat. En témoigne la variété des sculptures et d'œuvres d'art, pour ne citer que cela. Abordons donc la question de pillage des objets et œuvres d'art africains par la France durant la période coloniale. Est-ce que le Niger fait partie de ces pays? Si oui, quels sont ces objets et peut-on envisager ou bien envisage-t-on le rapatriement de ces objets d'art à travers un accord de restitution et quels peuvent être les intérêts ou la plus-value pour les deux pays? Nous avons posé ces questions à M. Maman Ibrahim. Il est le directeur du patrimoine culturel nigérien. Je vous propose de l'écouter. Nous avons, c'est-à-dire un cadre juridique qui protège de façon générale tout ce patrimoine-là. C'est la loi 97-022 du 30 juin 1997 relative à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel. Cette loi, elle est soutenue par un décret 97-407 du 10 novembre 1997. Nous sommes parmi les derniers pays africains à avoir la loi. Parce que presque la majorité l'ont depuis leur accession à l'indépendance. Mais nous, il a fallu attendre 1997 et c'est fort de l'absence d'un cadre juridique de protection au niveau national que certains de nos biens se sont retrouvés ailleurs. Parce que le Niger dispose de 1615 objets répartis dans les musées européens et dans les musées d'un certain musée africain, musées asiatiques et dans des familles. Généralement, le Niger, c'est des objets paléontologiques et archéologiques qui sont sortis. Et bon, on a la République italienne, le dinosaure et un crocodilien qui sont exposés dans un musée à Venise. Mais nous avons également quand même dans certains musées en France des objets archéologiques, des objets paléontologiques. Et est-ce que le Niger même a demandé à ce que ces objets soient restitués? Oui, c'est-à-dire avant même la déclaration de son Excellence M. Macron à Ouaga, il y a des pays qui ont demandé et que nous ici, on a même abrité un séminaire international en 1983 sur le retour et la restitution des biens culturels dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, on ne peut pas recevoir comme ça. C'est un processus. Les pays là qui se sont engagés comme le Sénégal, le Bénin, dont les biens sont en train d'être préparés pour le retour. C'est un travail de longue haleine, parce qu'il y a eu des propositions qui ont été faites depuis 2018. 2018, les choses n'ont pas bougé. Peut-être, certainement que maintenant, comme il y a des cas de restitution qui se pointent par-ci, par-là, peut-être on va relancer notre projet
également pour voir. Mais c'est quand même c'est un long processus. C'est un long processus. C'est là donc Monsieur Maman Ibrahim, le directeur du patrimoine culturel nigérien. Je vous donne donc la parole, Monsieur Haladou Maman, directeur du musée national Boubou Hama. Comme vous l'avez entendu, le Niger aurait plus de 1000 objets d'art se trouvant dans les musées européens. Que dire donc sur cela? Bon, en fait, j'ai écouté avec intérêt ce que Maman a dit. C'est vrai, il faut se reconnaître parce que j'ai vu, suite à l'étude de la Sénégalaise, comment dirais-je, du Sénégalais plutôt, M. Sarah Folvé, et l'autre de l'Allemagne, Madame Bénédicte, qui ont fait cas environ de 66 980 objets. Et dans ces objets, on a 1615. Moi, je crois que c'est énorme. Mais c'est que les gens doivent comprendre, en fait, c'est vrai. Si l'exemple est franchi, en fait, il faut saluer l'engagement du président Emmanuel Macron, qui a pris l'engagement de restituer jusqu'à 240 objets au Sénégal et au Bénin. Oui. Ça, c'est vraiment un début de solution. Mais il ne faut pas... C'est vrai, c'est bien beau de penser à ce retour, mais il faut aussi penser à la condition qui est juste où placer ces objets-là. Parce qu'il ne faut pas que ces objets encore soient retrouvés dans les circuits commerciaux après. Mais ici au Niger, au cas où ces objets commencent à être restitués, est-ce que vous pensez qu'on a vraiment des cadres idéaux à leur conservation? Oui, moi, je l'ai dit hier, c'était dans un forum en ligne avec le CELTO. J'ai dit il faut d'abord comme garantie tous ces objets qui reviennent. C'est vrai, la France, c'est vrai, c'est l'ancienne métropole, mais elle ne peut pas se dépouiller pour donner tous ces objets-là. Il y a des objets qui sont acquis légalement. Ça veut dire quoi? Des fois, c'est des cadeaux. Quand vous regardez les musées du Quai Branly, c'est des cadeaux qu'on donne à des officiels. Les gens ont acheté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cette manière comme une condition, si vous voulez, imposer que la femme doit recevoir. Il faut négocier. Et quand on part en négociation, on ne peut pas avoir 100%. 30%, 20%, il faut encourager. C'est que déjà la France a commencé. Premièrement, j'ai dit ceci. Quand vous prenez, par exemple, l'engagement de la France, de remettre déjà ces 240 objets. Ça, c'est une ébauche et qu'il faut encourager parce que même au niveau du Niger, par exemple, beaucoup de gens ne savent même pas que ces objets se trouvent là-bas. Et conditions, ils sont là-bas. Et des fois, c'est à travers un cadre réglementaire. Moi, j'ai vu des collègues du Canada, des collègues de France qui viennent faire des acquisitions ici à travers le centre artisanal. Donc, quelqu'un qui a pu acquérir ces objets légalement avec des factures, aujourd'hui, on peut peut-être les négocier, on ne peut pas les imposer. Il ne les a pas piqués, il les a reçus réglementairement. Donc déjà, le fait que la France accepte ces produits, moi je crois que Macron a tout fait et c'est l'exemple qu'il faut. Si tous les chefs d'État français faisaient comme lui, je crois que l'écart, peut-être les tiers de ces collections seraient aujourd'hui rendus à l'Afrique. La France déjà a fait un bon pas, si on peut le dire, mais le directeur parle d'un processus assez long pour la restitution. Monsieur Souley Moutari, vous êtes journaliste, qu'en pensez-vous vraiment? Êtes-vous optimiste quant à la restitution de tous ces objets d'art au Niger? Il y a encore quelques années, tous ces objets qui faisaient partie de la collection nationale française, du patrimoine, donc on ne pouvait même pas imaginer les faire revenir parce que il y avait une loi là-bas en France qui fait que tous ces objets relèvent de leur patrimoine. Maintenant que leur président peut-être a exprimé cette volonté de le faire restituer, on ne peut que se réjouir d'abord et être optimiste. Bon, l'optimisme, parce que là, il y a encore... on peut un peu s'inquiéter par rapport à leur conservation, oui. Puisque le directeur l'a un peu relevé. Imaginons, même si c'est une partie, 500 000 objets qu'on ramène tout de suite ici, il faut un cadre viable pour les conserver, puisque là, on peut peut-être encore les perdre, et s'ils se détruisent, il y a d'abord les conditions même du transport, et ici, il y a la conservation. Certains objets, comme l'a dit le directeur du patrimoine, oui, relèvent de l'archéologie, de la paléontologie, donc c'est des objets qui datent déjà des milliers ou des centaines d'années. Donc, ils sont fragiles. Et peut-être là, pour qu'on puisse vraiment le conserver et le valoriser, il faut créer le cadre adéquat.
Donc il faudrait vraiment créer un cadre ou bien des cadres adéquats pour la conservation des éventuels objets qui peuvent être restitués au Niger. Madame Makikidi, pensez-vous vraiment que nos musées actuels mettent en valeur notre patrimoine culturel au point de peut-être conserver ces récents objets qui peuvent être restitués? Quelle question. Je pense que c'est important en fait de le rappeler, mais je prends juste un exemple. Là aujourd'hui nous sommes au musée national et c'est un musée en fait qui n'a même pas d'autonomie du point de vue électrique, par exemple. Là, il y a certains objets. Le directeur, il peut peut-être nous avons le directeur. Nous avons, comment on appelle ça, certains objets qui nécessitent d'être dans le froid, par exemple, dans une température pour pouvoir être conservés. Mais si nous sommes dans un pays qui n'a même pas du point de vue autonomie, en fait, quand on sait qu'il suffit juste que la Nigélec coupe pour que tout tombe et que souvent aussi, il faut le dire, certaines institutions n'ont même pas de dotation. Les budgets même qu'on alloue à des ministères, à plus forte raison des directions, en fait, ne permettent même pas souvent de prendre en charge les personnels, à plus forte raison, parler, comment on appelle ça, de créer des conditions d'acquérir, comment on appelle ça, nos patrimoines. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Certes, c'est vrai, c'est beau en fait de faire rapatrier nos objets, mais il faut réfléchir. C'est comme il l'a dit, il y a les conditions climatiques, les conditions du transport, il y a la capacité d'accueil de nos musées. Quel genre de musée et pour quel type de public, justement, par exemple. Oui. Là, nous sommes dans un zoo à la fois. Vous sortez dehors, il y a des animaux qui sont là, qui ne sont pas dans les conditions. Selon vous, donc, le Niger n'est pas encore prêt vraiment à recevoir ces objets? Moi, je pense que c'est une question en fait de politique publique, politique étatique. Si l'État veut, il peut. Et je reviens vers vous, monsieur, pour un peu rebondir, parlant des conditions même des musées. Elle parle d'autonomie, d'électricité. Les conditions ne sont pas assez réunies. Que pouvez-vous dire sur ça? En fait, par rapport d'abord au statut du musée, j'ai dit maintenant on est EPC, c'est-à-dire établissement public à caractère scientifique, technique et culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une autonomie vis-à-vis de l'État. L'État nous donne ce qu'on appelle la subvention d'équilibre. Aujourd'hui, au point de vue consommation, le musée paye sa consommation comme vous payez votre consommation. Mais ce qu'il faut reconnaître, quand vous regardez dans toutes les salles aujourd'hui sont climatisées. Cela veut dire que c'est pour un souci d'améliorer les conditions de ces objets qui sont exposés, certains depuis 62. C'est vrai, c'est insuffisant pour les 3000 quelques objets qu'on a, dont 2515 en exposition. C'est déjà un exemple. Parce que le musée qui dit musée, en fait, c'est vrai, comme je l'ai dit, un musée qui a vu en fait le jour grâce à la France, parce qu'il faut reconnaître si les musées, c'est à travers l'IFAN, c'est le CNRS, l'Orstom qui est aujourd'hui IRD. Donc, ils ont envoyé même les coopérants techniques qui a participé à l'évaluation du musée, c'est un Français. Donc vraiment, c'est lui qui vous donne un œuf aujourd'hui, demain vous donne un poulet. Donc on ne peut pas ne pas remercier la France pour ce qu'elle a fait. Maintenant, à travers les conditions, si vous voulez, de conservation, nous travaillons avec l'Institut de recherche en sciences humaines à travers les DARA, les départements d'art et d'écologie. Parce qu'eux, ils font la collecte, nous on met en œuvre. Donc vous voyez, actuellement, on a un projet, par exemple, de rouvrir les pavillons de la paléontologie. C'est vrai, il y a des squelettes qui datent de 110 000 ans, 110 millions d'années plus tôt. Donc vraiment, ce n'est pas en un clin d'œil qu'il faut régler des problèmes qui datent de 50 ans. Il faut aller étape par étape. Réglons d'abord les problèmes de ce retour qu'on ne doit pas imposer à la France, mais qu'on doit négocier. Un long processus, comme l'a dit le directeur du patrimoine culturel. Alors, M. Ambarka, le responsable des clubs UNESCO, cette restitution des objets qui se trouvent dans des musées européens, pour le cas du Niger, en quoi vraiment cette restitution sera bénéfique si on sait que la jeunesse même ne s'y intéresse pas trop à notre patrimoine? Oui, je pense que vous avez déjà répondu à la question. Si la jeunesse n'est pas consciente de la valeur de ce patrimoine, je ne pense pas que ça puisse être utile à cette jeunesse ou à ce pays-là. D'abord, c'est la prise de conscience de l'importance de ce patrimoine-là. Avant d'aller au niveau de la France pour savoir ce qu'elle cherche, moi je pense que en fait, tout le débat doit revenir d'abord au niveau de la jeunesse, ensuite au niveau de l'État, avant d'aller au niveau de la France. L'État lui-même, qu'est-ce qu'il fait pour que ce patrimoine-là puisse être restitué? Est-ce que c'est à la demande de l'État ou bien c'est la France qui veut faire rapatrier? Si nos États sont d'accord qu'il y a un certain nombre de patrimoines qui appartiennent au Niger, moi je ne comprends pas pourquoi le rapatriement va prendre du temps. Aïcha l'a dit tout à l'heure, les conditions de gestion, de conservation. Si vous allez au niveau du CFPM, vous serez déçus
par rapport à ce qui a été réservé au musée, à la collection musicale. C'est extrêmement décevant et écœurant de voir que le seul musée qu'on a d'instruments traditionnels est tombé et les instruments sont mis dans une salle à n'importe quel moment. Selon le directeur, c'est en voie de reconstruction. Ça, je pense que c'est un discours politique. C'est un discours politique. Ça ne peut pas marcher. Il l'a dit, le musée a été créé en 1958. On est en 2021. Depuis, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a évolué au niveau du musée national de Boubou Hama? Aujourd'hui, c'est la France qui demande à rapatrier un patrimoine qui vous appartient. Ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas conscient ou ça ne vous intéresse pas. Mais oui, donc, maintenant, par rapport à ce que la France a acquis légalement, ça, effectivement, ça se négocie. Mais c'est par rapport à ce qui a été pillé, je pense que normalement, le débat ne doit pas se poser. Ce qui vous appartient, vous le gardez. Ça, c'est à négocier. Ce qui appartient au Niger, ramener au Niger, ça, c'est leur problème. Les conditions de conservation et tout, ça n'engage que le Niger. Ils peuvent le détruire. Ça n'engage qu'eux. Mais maintenant, et aussi par rapport aux retombées que cela a créé au niveau de la France. Tout ça, là, je pense que aussi, c'est des choses qu'il faut accélérer. L'État doit faire de ça une priorité. Ou le ministère de la Culture, je vais dire. Voilà. Madame Aminata, la France, elle a déjà fait un pas en voulant, selon le président Macron, en voulant restituer ces objets. Selon vous, qu'est-ce qu'elle doit réellement faire davantage? Quel rôle elle doit jouer sur ce point-là davantage? Je pense qu'on revient encore et encore sur les mêmes questions, les mêmes réponses. Et encore une fois, avant de penser à la France, il faut tout d'abord qu'on se recadre sur le Niger d'abord. Et quand on parle de la restitution, on peut restituer les objets, mais on connaît. Personnellement, pour ma part, il y a certains objets que je ne connais pas. Je ne connais pas leurs histoires. Donc, la jeunesse, comme on l'a dit, vous ne vous intéressez pas. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, quand on prend moi, je suis dans la culture. Je suis intéressée par la culture. Et j'en ai fait un combat. Et comment se fait-il que vous ignorez l'existence de certains objets, comme vous l'avez dit? Je suis dans la culture que depuis 2018. Et j'apprends. Et je pense que je ne suis pas seule à apprendre. Mais là, quand on parle de la restitution des objets, je vais du principe que d'abord, les jeunes Nigériens savent... ces objets-là, ils connaissent leurs histoires, toute la documentation autour de ces objets-là, ce qui permettra au Niger, une fois ces objets ici, de pouvoir en bénéficier même économiquement. Donc, c'est vraiment une discussion qu'on doit revoir ici entre nous d'abord, parce que la France, à son niveau, a déjà fait le premier pas. La France est prête. Donc, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on est prêt et à nous de nous préparer à recevoir ces bijoux-là. D'accord. Donc, le Niger doit se préparer à l'interne. Nous poursuivons donc ce débat avec nos invités présents ici, avec nous au sein du Musée national, plus précisément dans le pavillon des costumes traditionnels. Plus haut, à entendre nos invités, il faudrait nécessairement rapprocher la jeunesse nigérienne de son patrimoine culturel pour qu'elle s'y intéresse. Alors, avant même de parler de cette question, il faudrait nécessairement se demander sur la situation même de ces jeunes talents. Qu'en est-il à la date d'aujourd'hui? Aïcha Makikidi, vous êtes jeune cinéaste. Comment se présente la situation des jeunes talents nigériens actuellement, qu'ils soient dans des domaines artistiques ou autres domaines? Je pense, oui, dans la culture en général, oui, je pense qu'en fait, si on regarde les 10 dernières années, je pense qu'on peut s'en féliciter par rapport à, dans tous les domaines. C'est vrai avec des différences près, mais on peut s'en féliciter. Je prends par exemple le cas du cinéma, le domaine que je maîtrise beaucoup mieux. Justement. On voit beaucoup de jeunes talents en fait qui sont vraiment en train de s'auto-former même. Et quand on voit aujourd'hui avec l'Internet, en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent via des tutoriels à se former. Et aussi, il y a une certaine quand même cohésion que je vois entre ces jeunes talents-là. Mais c'est juste, il faut peut-être se poser des questions par rapport à la question du contenu, en fait. Oui. Quel cinéma, pour quel type de public et pour quel comment on appelle ça, pour quelle utilité et quelle musique, pourquoi en faire.
Et ainsi de suite, en fait, c'est lancé que nous sommes en train de... Je vous repose la même question que Amina. Qu'est-ce que vous, en tant que jeune cinéaste, qu'est-ce que vous attendez de la France en matière de coopération culturelle? Ce que j'attends, par exemple, de la France, je prends par exemple le cas de INA, là où nos archives de l'Afrique sont stockées là-bas. Et pour avoir accès à l'archive, ça coûte énormément cher. Oui. Et quand on sait que, par exemple, aujourd'hui, si je vais faire un film sur l'histoire du Niger, on n'a pas de maison d'archives. Oui. Pour avoir accès à ça, il faut aller remonter à Paris pour aller à l'INA. Et c'est des choses qui coûtent excessivement cher. Comment est-ce qu'on va me dire que pour avoir accès à l'histoire propre de mon pays, il va falloir que je casque de l'argent? D'accord, ils ont fait un travail de conservation. Ils ont fait un travail, peut-être, ni t'étais aussi leur laboratoire, on n'allait plus on n'allait plus en parler. Oui. Parce qu'il faut se le dire aussi. Les attentes donc sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Souley Moutari, vous êtes journaliste. On sait que si on parle de la France, c'est qu'elle a beaucoup fait au Niger et aussi en matière de coopération, différents domaines, la France intervient. Alors, en matière de coopération culturelle, quelle est la position que ce pays-là, la France, devrait avoir devrait envisager vis-à-vis des jeunes talents? Pour ce qui est de cette coopération, moi je pense que c'est entre les États, la France, le Niger. Tout à l'heure, elle parlait par exemple de l'accès à certaines archives. Là, je ne suis pas sûr si un artiste peut à lui seul régler ce problème. Non. Mais dans le cadre d'une coopération entre la France et le Niger, peut-être ce problème peut trouver une solution. Et il y a aussi un autre aspect sur lequel je voudrais un peu revenir. Tout à l'heure, elle parlait de fonds qui, a-t-elle dit, n'existent pas. Bon, je crois qu'il y a un fonds, ça ne fait pas longtemps qu'il a été créé, enfin du point de vue du décret. Le décret donc, a été pris, le fonds, oui, il y a un fonds qui a été créé. Peut-être... Voilà, de l'action et de la création pour la culture, les arts. Voilà. Oui. Mais il faut peut-être reconnaître que jusque-là, comme elle-même en tant qu'artiste, elle dit qu'il n'existe pas, ça veut dire qu'elle n'en a pas connaissance. Et même s'il existe, il n'est pas alimenté. Donc pour le moment, c'est le cadre qui est là. Il reste peut-être à l'approvisionner et conséquemment peut-être à l'image de ce qui se fait dans certains pays de la sous-région. Et vous, M. Ambarka, de votre côté, quel est vraiment le rôle fondamental attendu de ce pays, vraiment collaborateur du Niger, la France? Je pense que, comme ils l'ont dit, la France en a fait, mais je pense que c'est beaucoup plus d'engagement dans l'action culturelle, parce que on a remarqué ces dernières années avec l'insécurité, il y a beaucoup plus de fonds qui est alloué à l'insécurité qu'à l'action culturelle. Alors que, je pense, en mettant plus l'accent sur l'action culturelle, ça peut résoudre le problème de l'insécurité. Vous allez voir le budget à tous les niveaux, quand tu parles, c'est l'insécurité. Finalement, est-ce que ce n'est même pas ça qui crée l'insécurité? Le fait de rabattre le maximum de fonds sur l'insécurité au détriment de l'action culturelle, de la culture. Donc je pense que la France peut-être mettre l'accent exactement. Je pense que la France peut vraiment continuer à soutenir cette coopération culturelle en mettant plus de moyens dans ce côté, à soutenir ces jeunes talents qui sont en train de renaître, on va dire, parce que on le voit, ces dernières années, il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par rapport à la chose culturelle, par rapport au patrimoine. Donc c'est vraiment un élan qu'il faut soutenir et accompagner. Donc je pense que la France a un grand rôle dans le financement ou l'accompagnement, je vais dire, de ces projets et aussi dans la création des conditions pour que ces jeunes puissent voyager à travers le monde pour valoriser cette culture. Donc, la valorisation de notre patrimoine culturel revient toujours sur les mots. Oui, je reviendrai vers vous, messieurs, le temps de donner la parole à Aminata, comme nous sommes presque à la fin de cette émission. Comment mieux valoriser vraiment notre patrimoine culturel? Rapidement. Vous avez trouvé que j'insiste beaucoup sur la formation et l'éducation et la promotion, parce que je trouve que c'est trois choses importantes. Lorsque les gens sont informés, ils ont plus de connaissances sur ce qui se passe et comment ça se passe. Et ils voient surtout le rôle qu'ils doivent jouer, parce qu'aujourd'hui, chacun joue un rôle à son niveau. Oui. Quand on prend l'exemple, par exemple, du patrimoine du musée, s'il y avait beaucoup plus de communication, si les étudiants ou tous les Nigériens savaient qu'il était important pour eux-mêmes de venir voir les pavillons, de soutenir,
il verrait aussi que c'est important, qui contribue surtout à ce volet économique, mais surtout à la promotion. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'il y ait, par exemple, 1000 ou 2000 Nigériens qui passent ici, qui prennent des photos, qui mettent sur Internet, et ça va déjà. D'accord. Donc pour moi, c'est vraiment important l'éducation, la promotion et la sensibilisation. Merci à vous. Donc je termine avec M. Aladou, directeur. Ce que j'ai voulu ajouter par rapport au rôle de la France dans le cadre de la coopération culturelle, je peux déjà saluer 3 ou 4 actions que la France a accomplies tout dernièrement. D'abord, au moment où c'était la COJEMA, la France a conçu le pavillon de l'uranium. Maintenant, à l'époque de l'AREVA, ils l'ont réhabilité à 46 millions. Tout dernièrement, encore je dis dans le cadre de l'Option Vallée du Niger, la France a participé dans les fonds européens, a conçu le pavillon à 350 millions d'euros CFA sans les équipements. Donc moi je crois que c'est des actions qu'il faut déjà saluer. Ils ont aussi construit notre parking qui est collé au Franco. Ils ont construit aussi à 25 millions les hangars des artisans. Donc chaque année, il faut avoir quand même le reflet de remercier. Voilà, c'est donc la France a beaucoup fait et on attend aussi beaucoup d'elle. Et à entendre nos invités à travers leurs interventions, le Niger regorge d'un patrimoine culturel riche et varié. Malheureusement, la jeunesse nigérienne ignore ou bien ne s'y intéresse pas à ce patrimoine. Et parlons aussi de la question de la restitution des objets qui sont dans des musées à l'étranger. Il faudrait nécessairement que le Niger se prépare d'abord à recevoir ce patrimoine, à le conserver, à avoir un cadre idéal pour la conservation de ce patrimoine et créer vraiment les conditions pour les jeunes, pour que ces jeunes s'y intéressent à ce patrimoine. Et c'est ici que prend fin ce débat sur la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel et muséal du Niger au Niger. Nous étions en compagnie de Madame Maki Kidi Aïcha, elle est réalisatrice. Madame Aminata Salifou Modi, elle est diplômée en art de la culture et médiation culturelle. Monsieur Souley Moutari, il est journaliste au quotidien Le Sahel. Monsieur Haladou Maman, directeur général du musée national Boubou Hama. Et monsieur Ambarka Al-Mustafa, responsable des clubs UNESCO. Merci à vous. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la présentation et merci à toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à vous présenter ce débat. Au revoir.